Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième cours de cette séquence 2 du thème 2 de géographie. Ça va être une séance un petit peu particulière parce que habituellement on fait pas mal d'exercices dans une seule et même séance. Cette fois-ci, disons qu'on va répondre à deux questions et puis après je vais vous demander de remplir un tableau qui va être le gros exercice de notre séance. Et ensuite on passera à la correction. La première des choses que l'on va faire aujourd'hui, c'est juste se remettre un petit peu les idées au clair par rapport à ce qu'on a vu hier. Hier, on a vu un premier mode de vie, qui est un mode de vie relativement traditionnel, qui se vivait dans la région du Sahel sénégalais. Je me suis également rendu compte qu'on n'avait pas bien précisé où se trouvait le Sahel sénégalais. Vous avez les informations en haut de la page 200, à côté de la petite carte. On vous dit que le Sahel est une région d'Afrique située en bordure du Sahara. En raison du climat aride et de la proximité du désert, les densités de population y sont faibles. Les habitants s'adaptent à leur environnement en pratiquant une agriculture vivrière et vivent de l'élevage traditionnel. Ça, c'est une des premières choses qu'on a vues hier, c'est la définition de ce que c'est que l'agriculture vivrière. C'est un mode de vie assez traditionnel où on va cultiver des céréales, des légumes, bref, on va pratiquer l'agriculture pour se nourrir, c'est-à-dire pour en vivre directement. Et on ne va pas le vendre pour acheter d'autres choses. Ça peut arriver, mais c'est pas le but. À la base, le but c'est simplement de pouvoir survivre. Donc on va se nourrir de ce que produisent les animaux. Parfois, on va se nourrir de leur chair si on va tuer un animal pour se nourrir, mais c'est souvent très rare. Et dernière des choses, on va aussi manger peut-être des plantes qu'on va trouver, des céréales, soit sauvages, soit peut-être des choses qu'on peut cultiver également. Et on a vu que le mode de vie au Sahel sénégalais était un mode de vie nomade. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui pratiquent la transhumance. Ils vont suivre les saisons et ils vont se déplacer d'un endroit à un autre. Parfois très loin, ça peut être des centaines, voire des milliers de kilomètres qu'ils parcourent. Maintenant, nous allons voir un autre type de mode de vie, celui que on pratique au Texas, aux États-Unis. On a commencé hier à situer où se trouvent les États-Unis et plus particulièrement le Texas. Et aujourd'hui, nous allons étudier trois documents qui se trouvent aux pages 196 et 197, les documents 2, 3 et 4. Avant toute chose, j'aimerais qu'on lise ce qui se trouve situé en haut de la page 196. Le Texas fait partie des États les plus riches des États-Unis. Le nord du Texas est un vaste espace peu densément peuplé, consacré depuis longtemps à l'élevage. Ce type d'élevage contribue à l'économie régionale, mais a des conséquences sur l'environnement. Document 2, page 196, le travail dans un feedlot. Sur une exploitation agricole de plus de 22 000 hectares, nous nourrissons plus de 230 000 têtes de bétail dans 6 parcs d'engraissement à grande échelle répartis sur les hautes plaines du Texas, dans l'est du Nouveau-Mexique et dans le Nebraska. Petite précision, vous avez une note de bas de page. Un parc d'engraissement, c'est un espace réduit dans lequel de nombreuses bêtes sont entassées, comme dans le document 3. Utilisant de nouvelles technologies de nutrition sous la direction d'une équipe de managers expérimentés, les compagnies Opliger sont des leaders dans la nutrition sur mesure du bétail. L'Association nationale des éleveurs de bœufs nous a classés comme la 13e plus grosse exploitation de bétail aux États-Unis. Nous prenons soin de notre bétail. La santé du bétail est notre priorité numéro 1. Pour assurer une nutrition appropriée et la bonne santé des animaux, nous employons des vétérinaires sur place et un nutritionniste professionnel. De plus, nos parcs d'engraissement sont conçus pour promouvoir le confort du bétail et réduire le stress. Et ce document est un extrait du site internet de la société américaine Heart of Texas Cattle Feeders, spécialisée dans l'élevage d'animaux et l'exploitation agricole. Bien. Alors, juste deux petites choses par rapport à ce document. Vous avez tout en haut dans le titre le mot feedlot qui est noté.
Vous allez vous reporter à la page 197 et vous avez la définition de ce que c'est qu'un feedlot. Il s'agit d'un ensemble de parcs en plein air pour l'engraissement intensif des bovins. Ce mot est composé de deux mots en anglais, to feed qui veut dire nourrir et lot qui veut dire beaucoup. Donc feedlot, ça veut dire nourrir beaucoup en fait. C'est exactement ça pour vous en souvenir, c'est un parc d'engraissement. La deuxième chose que je voulais préciser, c'est que ce document, il va bien falloir réfléchir à qui l'écrit. Ça, c'est une chose que je vous demande de faire de temps en temps. C'est exactement le travail d'un historien, d'un géographe, de quelqu'un qui doit analyser des documents. Un journaliste doit faire également la même chose. C'est-à-dire qu'il doit se demander qui a écrit ce document et pourquoi il l'a écrit. Je vous avais donné cet exemple une fois où je vous avais dit que si par exemple dans la cour de récré il y a une bagarre, je vais aller demander à droite et à gauche pour savoir ce qu'il s'est passé. Peut-être que les deux personnes qui vont se battre vont me raconter deux versions très différentes, c'est normal, ils vont le raconter de leur propre point de vue. Puis après, je vais aller interroger des témoins. Il y en a certains qui vont me dire qu'ils n'ont peut-être rien vu. D'autres qui vont dire que peut-être le premier a raison. D'autres qui veulent dire que le deuxième a raison. Moi, il va falloir que je réfléchisse. Est-ce que peut-être il n'y a pas des rapprochements entre un groupe et le premier élève, ou entre un groupe et le deuxième élève? Est-ce qu'ils ne sont pas copains par hasard? Et puis après, si par hasard on promet des bonbons en disant tu dis bien au professeur que c'est moi qui ai raison et moi je te donne un paquet de bonbons. Ça évidemment aussi, ça rentre en jeu. Ça s'appelle de la corruption. Un historien, un géographe doit réfléchir aussi de cette manière-là. Ce n'est pas n'importe qui écrit ce document. C'est la société qui va promouvoir ses propres produits. C'est-à-dire que c'est la société Opliger qui est mentionnée dans le document qui parle d'elle-même. Forcément, quand on parle de soi-même, c'est comme quand on se présente sur un site de rencontre, ou qu'on se présente à une élection, ou qu'on se présente... Voilà, on va pas dire, bah écoutez, sur un site de rencontre, on va pas dire par exemple, je suis pas très gentil, j'ai mauvaise haleine le matin, et puis sur la photo ça se voit pas, mais j'ai les dents pourries. On va pas faire ça. On va dire du bien de soi, on va forcer sur les atouts et on va peut-être pas trop parler des points faibles. Et bien là, ça va être la même chose. Passons maintenant au document 3 que nous avons déjà étudié. J'aimerais juste qu'on revienne sur la légende du document et sur le titre. Le titre, on vous parle du développement de l'élevage intensif, le feedlot. Vous avez la définition d'élevage intensif qui se trouve juste en dessous. Il s'agit d'un type d'élevage qui vise à produire beaucoup en augmentant la densité d'animaux. Intensif, intense. Et la légende du document dit la chose suivante. 30 à 50 000 bœufs en moyenne s'entassent dans d'immenses parcs d'engraissement. L'engraissement rapide et la bonne santé des bêtes nécessitent l'usage de produits pharmaceutiques. Ça aussi, c'est une notion importante. Petite précision, les deux définitions que nous avons vues juste avant, alors je ne voulais pas préciser, ça me paraît évident, mais je vous le redis quand même, j'aimerais que vous les ajoutiez à la liste des définitions à connaître, donc que vous les recopiez dans votre cahier. Élevage intensif et feedlot. Vous les ajoutez à votre liste. Bien, maintenant, document 4, le déclin de l'élevage traditionnel. Dans les espaces d'élevage traditionnels, les bœufs sont engraissés en pâturant librement. Ce type d'élevage extensif, qui nécessite de grandes parcelles agricoles, tend à disparaître. Petite précision, élevage extensif, un type d'élevage pratiqué sur de vastes étendues et qui produit peu. C'est une occasion unique. Vous avez toujours rêvé de jouer à John Wayne dans un gros ranch? Il y en a un à vendre au Texas qui fait la taille de New York et de Los Angeles réunis, pour la modique somme de 725 millions de dollars. Un peu cher? Certes, mais à ce prix-là, vous obtenez à la fois 6800 têtes de bétail et plus de 1000 puits de pétrole si d'aventure votre intérêt pour les vaches s'émousse. Et ce n'est pas tout. Sur les 207 000 hectares de terre, il y a une centaine d'habitations,
dont 2 immenses maisons de maître, 12 000 hectares de culture, 500 chevaux de course, 29 tracteurs, un hélico et pas un, mais 2 camions de pompiers. Ce document est donc un article d'Hélène Vissière publié dans Le Point le 24 juillet 2015. Petite précision tout de même, c'est un article de 2015. Ce terrain, ce ranch, a été vendu en février 2016. Alors le temps de tout finaliser, c'était plutôt milieu de la fin 2016. À un riche homme d'affaires, un milliardaire américain qui s'appelle Stan Kroenke, qui est très connu parce qu'il est le propriétaire d'une équipe de la Ligue de football américain et aussi parce que c'est l'actionnaire majoritaire de l'équipe de football d'Arsenal en Angleterre. Et donc il a acheté ce ranch 725 millions de dollars, c'est-à-dire environ 650 000 euros de l'époque. Donc c'est une somme qui est loin d'être négligeable. Bien. Alors maintenant que nous avons étudié ces 3 documents, nous allons répondre aux questions 4 et 5. Et d'abord, nous allons nous concentrer sur la question 4, donc sur les documents 3 et 4. La question est simple. Quelles sont les différences entre un feedlot et un ranch? Je vous laisse environ 5 minutes pour y réfléchir. Comparez les 2 documents entre le document 3 et le document 4. La principale différence entre un feedlot et un ranch, c'est que dans un ranch, on peut parler d'élevage extensif, alors que dans un feedlot, on doit parler d'élevage intensif. D'ailleurs, faisons un petit peu de mathématiques. Si on calcule le nombre de bêtes au kilomètre carré, on trouve 3,2 têtes de bétail par kilomètre carré dans le ranch. On nous dit dans l'article qu'il y a 6800 têtes de bétail et que le terrain fait environ 2000 km². Ça fait donc 3,2 têtes de bétail par kilomètre carré. Alors que si on prend les chiffres pour un feedlot, par exemple dans le document 2, on nous donne quelques chiffres, on nous dit que dans 220 km², il y a 230 000 bêtes. Ça fait donc à peu près 1045 bêtes au kilomètre carré. Faites le calcul, il y a 326 fois plus de têtes de bétail au kilomètre carré dans un feedlot que dans un ranch. Prenons maintenant la question 5, et cette fois-ci on va se concentrer un peu plus sur le document 2. Pourquoi les éleveurs utilisent-ils massivement des produits pharmaceutiques? Je vous laisse 3-4 minutes pour relire le document et y réfléchir. Alors dans le document, on nous dit que les éleveurs donnent des produits pharmaceutiques pour garantir la bonne santé des bêtes. Et on nous dit qu'ils les donnent en grande quantité. Alors non seulement cela sert à prévenir les maladies, mais aussi à engraisser les bêtes plus facilement. Parce qu'il y a plusieurs raisons à cela. Les produits pharmaceutiques qu'on donne, c'est des médicaments pour éviter les maladies. Donc forcément, les bêtes qui normalement devraient mourir parce qu'elles n'ont pas une santé correcte ne meurent pas, et donc elles sont en bonne santé, et il n'y a quasiment pas de mortalité chez ces bêtes-là. Ça veut donc dire que c'est extrêmement rentable, parce que on a toutes les bêtes quasiment qui vont arriver à l'âge adulte, ou en tout cas à un âge correct, pour pouvoir les tuer et en faire de la viande qu'on vendra dans les supermarchés. Donc ça devient extrêmement rentable d'utiliser des produits pharmaceutiques. Et parmi ces produits pharmaceutiques également, on a eu un autre type de produit qui est employé, en plus des antibiotiques, ça va être les hormones de croissance. À quoi servent les hormones de croissance? À faire grandir plus vite, et donc à faire en sorte qu'on s'engraisse plus vite. En tout cas, chez les animaux à qui on donne cela. Ça veut donc dire que non seulement toutes les bêtes vont arriver à maturité, mais en plus qu'elles vont arriver à maturité extrêmement rapidement. Au lieu de mettre peut-être 3 ans pour arriver à maturité et qu'on les tue au bout de 3 ans, peut-être que ça sera au bout de 6 mois. Donc vous avez bien compris,
Même aux États-Unis, on a deux manières de vivre qui sont très différentes. On peut avoir un type d'élevage intensif, comme les feedlots, ou un élevage extensif, comme les ranchs. Sauf que le ranch, c'est un mode de vie relativement traditionnel qui tend à disparaître. Et on se rapproche de plus en plus d'un élevage de type intensif quasiment systématiquement. Au Sahel, c'est un petit peu la même question. L'agriculture vivrière, elle est encore très présente, le nomadisme également, mais on a de plus en plus de sédentarisation qui se produisent. Ça veut dire qu'il y a quand même deux manières de faire très différentes aussi. Mais en l'occurrence, au Sahel sénégalais, l'immense majorité pratique le nomadisme et l'agriculture vivrière. On a très 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 peu d'agriculture commerciale. Pour pas dire quasiment aucune agriculture commerciale. Mais ça existe quand même un tout petit peu. Maintenant que vous avez fait ceci et qu'on a comparé les deux modes de vie, je vais vous demander de faire en approfondissement un tableau qui se trouve juste en dessous. Et c'est un tableau à double entrée qui va nous permettre de comparer les deux modes de vie de manière beaucoup plus structurée et de faire un résumé de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Je vous explique. Vous avez une première colonne à gauche avec le titre de chacune des choses que l'on va chercher. Ensuite, au milieu, vous avez les pays développés avec notre étude de cas, des pages 196 et 197, c'est-à-dire l'espace agricole au Texas, aux États-Unis. Et puis à droite, vous avez les pays en voie de développement, avec comme exemple notre étude de cas, des pages 200 et 201, c'est-à-dire le Sénégal et plus particulièrement le Sahel. Donc, on a la comparaison avec ces deux colonnes et on va à chaque fois regarder une chose et qu'on va comparer pour les pays développés et pour les pays en voie de développement. Exemple, la localisation des espaces. Vous allez chercher d'abord dans les documents des pages 204 et 205 où se trouve le Texas. Et ensuite, vous allez faire la même chose avec le Sahel. Vous allez retrouver des choses qu'on a déjà dites ou qu'on a déjà écrites dans les questions précédentes. Ça fait un résumé, mais un résumé qu'on va approfondir aussi. Et on va noter des choses supplémentaires. Donc, je fais un exemple avec vous. Si vous y réfléchissez un petit peu, la localisation des espaces. Je vous laisse 5 minutes pour y réfléchir. En ce qui concerne donc le Texas, on peut dire que le Texas se trouve aux États-Unis, en Amérique du Nord si vous voulez être précis, et il s'agit d'un pays développé. Et si on prend le cas du Sahel, il se trouve au Sénégal, en partie, tout le Sahel ne se trouve pas uniquement au Sénégal, mais nous, la partie qui nous intéresse, elle se trouve au Sénégal, en Afrique, vous pouvez même être précis, vous pouvez dire en Afrique de l'Ouest, et c'est un pays en voie de développement. Bien, maintenant, je vais vous laisser une vingtaine de minutes pour faire les autres cases. À chaque fois, vous avez les pages où on vous indique les documents à étudier. Par exemple, à la ligne suivante, les agriculteurs sont nombreux ou peu nombreux. Vous prenez la carte de la page 195 que je vous ai déjà montré à la séance précédente et qui vous montre la densité de population. Et vous avez un petit figuré ponctuel qui vous rappelle où se trouve le Sénégal et où se trouve le Texas. Et vous avez également les documents des pages 204 et 205, c'est-à-dire la grande carte, qui vous permet de voir quel type d'agriculture est pratiquée et aussi, du coup, est-ce que c'est des espaces peuplés ou non. Et vous faites ça pour chaque ligne. Et nous corrigerons ça demain. Comme ça, je vous laisse bien le temps de le faire. Je ne veux pas trop charger cette séance, parce que je pense que vous avez déjà pas mal de travail à faire. Donc vous prenez bien le temps de faire ça jusqu'à la fin de l'heure. Et ensuite, demain, on corrigera ça ensemble.
Je vous souhaite une bonne fin de journée. Rappelez-vous que si vous avez une question à me poser, vous pouvez la mettre en commentaire sur cette vidéo. Vous savez également que j'ai ouvert une classe pour les 2 classes de 6e sur l'application Postclass. Donc si vous avez des questions, vous pouvez également me les poser par là. Je pense que c'est plus pratique que sur École Directe, parce que déjà École Directe en ce moment est un peu capricieux en ce qui concerne les notifications, donc je ne vois pas forcément tout de suite vos mails. Et en plus de ça, comme ça, tout le monde y a accès. Donc peut-être que si quelqu'un a la même question que 10 autres de ses camarades, je vais répondre à la personne qui va poser la question et aux 10 autres personnes. Et j'évite de répondre individuellement aux 11 personnes. Bonne fin de journée à vous et à demain.